Avec moi, Marion Margot, qui est DIRCOM Group d'Eramet. Bonjour. Sandra Baranès, qui est responsable de la stratégie de marque FDJ. Bonjour. Hervé Duverne, patron d'Elephant at Work, on passe sur le contenu. Et puis, avec moi également, Charles-Henri Frison, le patron de Kappa Digital. Bonjour. Alors pour commencer, puisqu'on le dit, quelle est la place effectivement du digital, peut-être pour tout un chacun, comment vous avez, quel bouleversement le plus impactant, si on parle de bouleversement, peut-être, avez-vous été confronté ou constaté avec cet avènement du digital dans vos métiers, Margot? Sur les métiers d'Eramet, qui est un groupe assez peu connu, qui est un groupe minier métallurgique, il y a bien sûr les transformations que tout le monde a connues en termes de communication sur la rapidité. Mais nous, le sujet le plus important pour nous est bien celle de la transformation de nos activités grâce au numérique. Et la manière dont tout cela, c'est une grande réflexion qui est actuellement en cours dans le groupe, va transformer la manière dont nous allons travailler, dont nous allons interagir avec nos parties prenantes, notamment sur le terrain. Quand on parle de mine, vous imaginez que ça peut être tout à fait important pour aller vers une meilleure crédibilisation, bien sûr, des messages corporate et de l'image et de la compréhension de nos enjeux. Et toi, Sandra? Ça est à la Française des Jeux, tous les jeux, les marques de jeux qu'on propose, Loto, Euromillions, qui sont des grandes vitrines de l'entreprise. Et donc, il s'agissait de faire entrer ces marques en communication avec l'ensemble des publics, le grand public en général. Et puis, de l'autre côté, la marque FDJ, dans son versant un peu plus institutionnel, qui aussi a un certain nombre de discours à porter. Donc on a vu l'émergence de plein de pages Facebook, de plein de comptes, et on est en train petit à petit aussi de se dire ok, après cette espèce d'explosion, comment est-ce qu'on on revoit un peu tout ça, et comment est-ce qu'on met peut-être un peu plus en cohérence, et comment est-ce qu'on s'assigne des objectifs pour essayer d'avancer plus globalement en toute cohérence entre la marque FDJ et les marques jeux qu'elle fédère et qu'elle intègre. Un enjeu de rationalisation, d'organisation qu'on évoquera ensemble. De ton côté, toi, Charles-Henri, tu es sur ces Kappa effectivement digital, donc sur ce volet contenu, quel impact clé pour toi sur le digital? À la base, Kappa, on fait de la vidéo et on s'est vite aperçu qu'on ne pouvait pas aborder le digital si on n'abordait pas les autres métiers qui pouvaient intégrer des outils digitaux, l'écrit, la photo, le graphisme, l'animation. Donc il y a eu un impact dans les savoir-faire immédiats. Et donc on s'est structuré en conséquence puisqu'on a intégré un studio graphique. Et ce n'est pas un studio graphique qui fait que de l'habillage vidéo, c'est un studio graphique qui est en capacité de concevoir des outils interactifs et de les programmer. Donc ça a été un peu une révolution culturelle. Après, il y a une deuxième révolution culturelle, qui est la révolution culturelle sociale, où là, on s'est aperçu, au début, on a pensé que les réseaux sociaux pouvaient être des drivers d'audience vers les outils, qu'ils soient corporate ou les émissions, et on s'est aperçu que finalement, c'était pas si efficace que ça. C'était des bons outils de warning, c'est-à-dire qu'on pouvait prévenir nos publics qu'on allait diffuser ou d'une sortie, mais on n'arrivait pas vraiment à décaler les publics ou à transformer depuis les pages Facebook ou les comptes Twitter vers les émissions. Et donc, on est dans une réflexion avec Alexandre, qui est le responsable réseaux sociaux de l'agence, de narration parallèle. C'est-à-dire qu'on sort un format qui est un format long, et il faut qu'on arrive à raconter la même histoire avec des formats très courts, de moins d'une minute, en les multipliant et en les adaptant aux usages. Donc tout le monde connaît le platishing, enfin les micro-stories, ce genre de formats très courts, très surtitrés, intégrant pas mal de graphismes. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas en faire des teasers des outils, c'est d'en faire des outils en soi et de développer cette façon de raconter des histoires. Et ça, quand on travaille dans une boîte de journalistes, c'est très compliqué à expliquer à des journalistes pour qui le format roi reste le 90, le 52, la grande vidéo très réalisée, très belle. Ça doit continuer à exister, mais il faut la penser en termes de dispositif, et c'est un élément, c'est le vaisseau amiral, hein, c'est l'élément central du dispositif, mais il doit être accompagné d'une nébuleuse d'outils qui vont permettre d'infuser cette histoire sur les réseaux sociaux. D'accord. Oui, Hervé, peut-être également toi de ton point de vue. Je ne vais pas paraphraser Charles-Henri, puisque on fait le même métier, évidemment le contexte est le même. Je rajoute juste une chose, c'est que c'est vrai que nous, on a été confrontés, je crois, en tant que producteur, à peu près à ce qu'une entreprise, dans son métier traditionnel, vit. C'est-à-dire que voilà, le digital est apparu,
On vient de la télévision, donc avec des formats de télévision, on a ce métier, cette expertise, ce savoir-faire, et puis le digital a pris une place considérable, il a quand même tout cassé, et donc il a quand même fallu s'adapter. Donc tout ça est complexe, mais comme nous, chez les Fantatworks, nous travaillons avec des entreprises, il est vrai qu'on a subi, et je le dis avec beaucoup de modestie, on a subi la même réflexion que nos clients, c'est-à-dire comment on travaille avec ce nouveau, ce nouveau contexte et ces nouveaux médias qui sont les médias propriétaires de l'entreprise, qui ont quand même tout bouleversé. Donc on en reparlera après, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une espèce de révolution dans nos métiers pour passer de la télé au digital. Et évidemment, aujourd'hui, on est dans l'ère digitale pour les marques et pour les entreprises. Donc il faut apporter plein d'autres choses, effectivement, changer radicalement notre point de vue, notre façon de travailler, nos produits, nos compétences, voilà. Donc il y a aussi ce switch. Oui, on le voit, de toute façon, il y a toujours ce paradigme, c'est-à-dire que quand on dit complexité, opportunité, je le vois, un des premiers éléments, notamment dans l'avènement du digital, c'était la démultiplication des publics et leur capacité d'expression. Les entreprises, en temps 1, dans une phase un peu de sidération par rapport à cet événement du digital, ont notamment beaucoup vu le web comme une menace, menace d'interlocuteurs nouveaux, de nouvelles parties prenantes, qui allaient pouvoir effectivement s'exprimer, interpeller l'entreprise. Chez Eramet, par exemple, lorsqu'on est sur un métier potentiellement sensible, où on est copain avec un certain nombre d'associations, on a vu cette dimension un peu risque et comment on s'équipe ou on s'accompagne sur ces enjeux d'opinion en ligne. Clairement, oui, nous avons des amis, nous avons aussi des autorités de tutelle, nous avons aussi des autorités qui nous permettent ou pas, ce qu'on appelle le licence sous opérette, d'exercer nos métiers. Ceux-ci ont également une voix importante sur le web et on a un certain nombre d'obligations qui se font maintenant de cette manière-là. Donc effectivement, grosse complexité, rapidité, nouveaux codes. Qu'est-ce qu'on met sur des études d'impact, sur le web, comment ça se passe. Tout ça a beaucoup bousculé en interne. La manière dont on travaille, la manière dont on diffuse, la manière dont on valide également, parce que ça peut être plus ou moins long. Et effectivement, c'est en train de se structurer, c'est en train de se transformer, y compris au niveau de grandes autorités, au niveau de la Banque mondiale, ce qu'elle exige d'entreprises comme celle pour laquelle je travaille, comme Eramet, encore plus de transparence, et valable pour beaucoup d'autres, à mettre des études qui peuvent être parfois très longues à disposition de tout le monde. Donc derrière, ça peut être effectivement un peu de panique en disant « Ouh là là, qu'est-ce qui va être lu? De quelle manière cela va-t-il être lu? Le format n'est pas adapté, mais on nous y oblige. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut raccourcir ?» Donc travailler également sur cette forme est très important pour crédibiliser nos messages et pour assurer au final une activité. Bon, alors, tant mieux si tu es un peu protégé. Moi, je l'ai pu le voir dans un certain nombre d'entreprises. Effectivement, beaucoup se sont équipés pour pouvoir se protéger sur cette dimension réputation. La réputation, c'est un capital clé d'entreprise. On le disait, la consommation de plus en plus citoyenne. Et c'est vrai que de cette posture défensive, qui était beaucoup aujourd'hui, au départ, quand on nous le demandait, du monitoring, et puis on mettait un outil pour suivre ce qui peut potentiellement se dire sur lui, et bien on s'aperçoit que cette dimension écoute, vu dans un premier temps comme une protection et une défense, c'est aussi une opportunité. La communication corporate, c'est un enjeu aussi de sortir d'une communication souvent très émetteur, où on était dans cette logique un peu binaire de mon message à adresser à mes meilleures cibles. Et aujourd'hui, cette communication d'image, elle a besoin aussi de prendre appui sur les points d'attention, les préoccupations, les centres d'intérêt, les tensions finalement de nos publics pour pouvoir rentrer en contact avec eux. Donc c'est pour ça que je dis un peu toujours cette dualité entre la menace, la défense et finalement comment on le retourne en opportunité, en se disant tiens, c'est un moyen après de penser notre communication aussi en prenant appui sur ces centres d'intérêt, sur ces préoccupations des publics. Alors ça veut dire aussi ne pas simplement avoir peut-être un outil ou un éditeur de solutions qui surveille et qui remonte de l'information, mais comment on vient l'analyser pour en délivrer des vrais enseignements qui vont nous permettre d'objectiver ou d'accompagner une stratégie de communication. Moi j'ai une question parce qu'en fait, on sait par exemple, on va parler des réseaux sociaux un peu, Twitter c'est un endroit dangereux pour une entreprise. C'est certainement l'endroit le plus dangereux de sa communication. Et toutes les deux, vous travaillez dans des entreprises qui sont un peu des targets
en termes de réputation. C'est-à-dire que j'imagine que vous avez parfois la sensation d'être le type sur qui on met le pointeur laser là, avec le petit truc rouge qui danse en attendant le bruit du coup de feu. Et je voulais savoir comment vous gérez ça, parce que Twitter, ça impose, je parle de Twitter, on peut parler de Facebook aussi, mais Twitter particulièrement, ça impose à la fois d'être très très maîtrisé dans ce qu'on émet et très très réactif dans les inputs, enfin quand on répond, et dans des laps de temps très très courts. Comment vous associez la maîtrise, la rapidité, la validation? Comment vous gérez ça? Alors, nous, aujourd'hui, sur Twitter, on est essentiellement sur des sujets autour du sport. On est très engagé dans le sport, à travers notre fondation, à travers tous les partenariats, notamment avec les JO 2024, où on est très engagé. Et si le 13 septembre, on nous apprend que Paris est retenu, on est engagé sur plusieurs années. Et donc, c'est un peu... sur ce sujet qu'on est présent sur le fil Twitter. C'est sans doute aussi une manière de ne pas prêter le flanc, sans doute. Alors, j'en reviens un petit peu à l'espèce de double facette de cette entreprise, la Française des Jeux. D'un côté, la marque entreprise, qui défend un certain nombre de sujets et qui parfois se met un petit peu à l'écart de ces marques jeux en disant voilà, nous on fait du jeu responsable, on veille justement sur nos publics à les faire consommer du jeu de manière modérée, raisonnable, etc. Donc c'est tout le versant corporate de l'entreprise et sur lequel beaucoup d'équipes sont engagées et on le fait vraiment de manière très sérieuse et à chaque fois qu'on prend un sujet en main, c'est toujours fait de manière jusqu'au boutiste. Et sur le sport, on est très engagé. On a des équipes qui sont tout le temps, je dirais, en collaboration perpétuelle. Et c'est ça qui agite aujourd'hui la sphère Twitter. Avec une marque aussi qui est notre présidente, Stéphane Pallès, qui est très active aussi, avec des grandes lignes transverses de communication autour de la femme, le digital et le sport. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu les trois piliers de notre communication sur Twitter et à travers nos nombreux engagements. Donc c'est plutôt, on est plutôt sur des sujets assez, je dirais, positifs et assez finalement éloignés de notre cœur de métier. Et aujourd'hui, à la stratégie de la marque, l'un des sujets, c'est de dire, attendez, la marque FDJ, c'est aussi celle qui est au-devant de ses consommateurs, à travers ses marques jeux. C'est comme ça qu'on est consommé, c'est pas à travers notre partenariat sur les JO, bien qu'on le fait entendre de plus en plus. Les gens sont globalement peu au courant de tout ce qu'on fait par ailleurs. Donc il faut qu'on leur dise. Mais aussi, il faut qu'on assume tout ça et qu'on dise qu'on fait les choses bien. Et donc, je pense que quand on aura franchi cette étape-là, là, on aura peut-être une espèce de, effectivement, de... Pour l'instant, vous ne faites pas interpeller sur la dépendance sur Non, ce type à ce stade, on a pris le sujet très en amont. On a intégré, on s'est même, je dirais, mis la barre un peu plus haut que ce que nous demandaient les pouvoirs publics. Donc, on développe des choses, on anticipe vraiment. Il y a des choses même, il me semble parfois, est-ce le rôle de la FDJ ou de l'INPES, par exemple, sur des sujets comme l'alcool, comme la cigarette, qui prend beaucoup les choses en main et peut-être moins sur le jeu. Pourquoi ne le font-ils pas ? Du coup, on s'assigne ce rôle-là en disant peut-être que c'est à nous aussi, opérateurs publics, de non seulement proposer, mais encadrer et le faire bien, et le faire jusqu'au bout. Donc on s'assigne aussi ce rôle-là, ce qui entraîne une forme de schizophrénie, mais on essaie de réconcilier tout ça. Et c'est un des sujets qui nous anime aujourd'hui au démarrage de cette nouvelle direction de la marque. Non, mais ça prouve une chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, sur Twitter, on ne peut pas avancer masqué. On est obligé de prendre le taureau par les cornes et d'anticiper ce que vont être les critiques, ou en tout cas les questions du public sur les points les plus sensibles de son business. Parce que si on en fait un point aveugle, c'est là où finalement on est le plus exposé, parce qu'on n'a pas les moyens de répondre. Donc c'est produire en amont. Ce que vous faites, vous produisez en amont et vous investissez ce terrain de com directement. Oui. Alors, parce que tu évoquais Twitter, j'en reviens dessus parce que je pense que c'est un vrai enjeu pour les directions de communication aujourd'hui de se dire comment je structure mon écosystème digital au numérique. Si on regarde globalement, on a historiquement reproduit les organisations des entreprises. Donc la RH ou la com interne disait « Ah, LinkedIn, c'est chez moi ».
assez facilement, on disait, bon, moi, Twitter, c'est plutôt des parties prenantes, la presse, donc c'est la presse, ou c'est la com et c'est le corporate, ou là, Facebook, c'est des jeunes, c'est pour jouer et tout, là, c'est plutôt le marketing. Et d'ailleurs, tout le monde allait en priorité ouvrir son canal, parce que ça faisait moderne, ils disaient, bah, tiens, on a notre canal, et au moins, il est chez nous. Et donc, on a reproduit une organisation très en silo dans la construction de son écosystème, laissant peut-être d'ailleurs un peu de côté l'interrogation sur son site corporate, qui reste quand même central, qui coûte un peu d'argent à mettre à jour. Et si on enlève la partie, peut-être que vous me contredirez, mais la partie candidat, ou si on a la chance d'avoir une multitude de petits actionnaires, on n'a pas quand même un trafic très fou. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui un mode de pensée qui rentre par le canal, la plateforme, son écosystème, alors que l'enjeu, il est plutôt aujourd'hui, je pense, d'avoir une approche très utilitariste et opportuniste des canaux et se concentrer sur l'approche du contenu et ce que l'on veut en faire. Finalement, il ne faut pas s'enfermer dans une ligne éditoriale par canaux, mais plutôt se dire par rapport à mon contenu, par rapport à mon message, par rapport à la cible que je vais adresser, où est-ce que ça prend sens en termes de format. Et ce dont on parlait un petit peu hier était intéressant, Sandra, c'est-à-dire qu'en plus toi, de ton historique sur un métier, une expertise très publicitaire, puisque tu viens de la pub, des marques, tu es passé du côté corporate, et je pense que c'est très bien parce que c'est venir avec des expériences, des manières d'aborder la communication qui sont plus en avance parfois en termes d'achat média, de ROI, de data, d'approche publicitaire même, et le corporate a besoin de cette dimension publicitaire. Tu me parlais de ta dernière opération là et comment tu as pensé tes canaux, et je pense que c'était intéressant de voir justement cette dimension très opportuniste par rapport aux cibles, notamment dans le choix de ton canal. Alors effectivement, on discutait hier d'un exemple de sujet très corporate autour du jeu responsable qui donc anime beaucoup de gens dans notre direction. Il s'est agi un petit peu de dire finalement les gens ne savent pas, le public ne sait pas que les jeux d'argent sont interdits aux moins de 18 ans. Et que c'est un vrai sujet qu'on regarde et sur lequel on fait très attention. Et donc on s'est dit comment est-ce qu'on prend la parole, nous FDJ, comment est-ce qu'on porte ce message auprès d'un public à la fois parents et mineurs. Et donc on s'est un peu battu pour débloquer des budgets, pour dire maintenant on y va, on le fait. Et si on le fait, peut-être que le sujet c'est justement pas de le faire en mode institutionnel et de dire c'est un message sérieux, il faut qu'on soit sérieux comme on le faisait jusqu'à présent. Mais dans une vision un peu plus publicitaire, de dire comment est-ce qu'on rend ce sujet-là un peu plus sexy et finalement au devant de ces cibles de millennials, de gens plus jeunes, de leur dire voilà, acceptez ce message, on a voulu le traiter de manière un petit peu plus créative. Donc on est reparti du territoire des tickets personnages, des tickets de grattage, parce qu'on a un vrai sujet sur les jeux de grattage qui sont facilement consommés, qui sont ludiques. Et il peut y avoir des sujets de j'ai moins de 18 ans et j'ai envie d'aller tester, ou alors je gratte avec mes parents. Ouais, par exemple. Et donc, on a conçu un message avec ces tickets personnages autour de l'interdiction des jeux aux mineurs, mais sans le dire comme ça, avec 2 tickets, le 1 et le 8, qui se présentent devant une boîte de nuit, et puis le 8 arrive tout seul, le ticket lui dit non, tu passes pas, et puis le 1 arrive, et puis il forme un 18, et dit ok, si vous avez 18 ans, vous pouvez entrer. Voilà, c'est une manière un petit peu souriante de le dire. On a déployé un plan digital média pour aller toucher nos cibles parents et mineurs. Et ensuite, on a aussi remis ce sujet-là entre les mains de gens comme Snapchat, comme Minute Buzz, qui nous ont proposé eux-mêmes des contenus qui réalisaient sur la base de cette idée de comment est-ce qu'on raconte l'histoire de manière positive. Ils nous ont proposé des contenus où ils disaient voilà tout ce qu'on peut faire à partir de 18 ans seulement, voyager sans ses parents, aller en boîte de nuit, gratter un jeu, voilà, donc une vision un peu plus positive des choses pour redire notre message et redire en fin de message attention, les jeux c'est à partir de 18 ans et c'est surtout pas avant. Et ça a été une conséquence. Ouais, je veux juste remercier Sandra parce que c'est intéressant de voir que des sujets corporate peuvent devenir des sujets grand public. Par l'expertise, là vous l'avez pris par la publicité, en tous les cas par les idées. Donc je crois que le corporate, la vraie question quand même qu'on se pose tous, peut-être ici ou en tous les cas avec nos clients, c'est la compatibilité entre le corporate et le digital. C'est comment amener le corporate dans le digital, alors qu'on sait d'évidence que c'est des sujets clés pour les marques, parce que les consommateurs, etc., ils ont besoin plus largement qu'une image produit ou qu'une image
de marques, ils ont besoin d'entreprises responsables et que ça va de toute façon se développer. Donc il y a une fantastique opportunité pour les producteurs comme nous, je pense, qui sont dans des cultures corporate, mais avec l'enjeu d'amener ces sujets pour engager des gens, qu'ils soient collaborateurs ou qu'ils soient consommateurs. Donc j'aime bien cet exemple et de notre point de vue, en tous les cas, de producteurs, le sujet, ça reste tout de même la création, ça reste tout de même l'idée, ça reste tout de même le format, ça reste tout de même l'impact, ça reste tout de même ce qu'il y a de plus important dans notre propre métier au-delà de la stratégie de diffusion. Donc voilà. C'est l'enjeu clé, je pense que c'est ça qui est effectivement, comme je dis, qui est intéressant, c'est-à-dire que on peut se piquer un petit peu, on peut avoir l'impression historiquement d'un corporate un peu boring, c'est-à-dire que dans les formats ou dans les sujets, bien, aller intéresser au-delà de notre sphère première partie prenante, c'est un peu difficile. Et effectivement, l'angle, le fait d'avoir cette approche publicitaire et le format, le contenu est clé. Si on veut sortir de ce corporate boring, on s'aperçoit que pour ne serait-ce un enjeu quand même aujourd'hui, nos publics, il y a naturellement pas mal de défiance potentiellement lorsque les entreprises prennent la parole sur ces sujets responsables et pas mal d'indifférence aussi. Qui parmi nous suit dans sa page Facebook des pages de marque ou même sur son Instagram. Il y a quand même pas le sujet qui nous intéresse le plus, on s'en fout globalement, sauf si on est sur celle de notre entreprise ou à côté. Donc comment on passe cette barrière de la différence et de la défiance? Effectivement, c'est bien que vous soyez là parce que le contenu, dans son format, dans son angle d'approche qui a été approché, est clé pour pouvoir capter l'attention, faire popper notre internaute effectivement sur ces différents canaux. Et puis derrière, le corporate a aussi besoin de formats plus longs pour pouvoir apporter les témoignages de preuves, de concrétisation de ses engagements, parce qu'on ne peut pas être uniquement dans l'assertion. Et c'est là que les métiers finalement se retrouvent, c'est-à-dire que ces formats sont rapports d'activité historiques qui étaient 120 pages papier dans un beau document imprimé restant un peu sur un coin de table et trop souvent malheureusement un document PDF au mieux à feuilleter sur son site corporate, doit s'approprier dans des nouveaux formats, la docu, le vidéo, parce que c'est riche d'informations et d'enseignements pour l'entreprise et que effectivement ça a de la valeur en plus pour des internautes, consommateurs de plus en plus citoyens. Non, on évoquait en introduction la transformation des métiers et du métier de producteur. Elle est totale. Hein. Elle est totale parce qu'il y a une question créative. La question centrale de la création sur les réseaux sociaux et sur Internet, elle est cruciale et elle est contrainte. Elle est beaucoup plus contrainte que dans des formats plus libres parce que on est obligé de s'exprimer dans la grammaire de Facebook. On sait que les 3 premières secondes sont cruciales, on sait qu'il faut contextualiser, on s'est mis à faire des films carrés, des films verticaux, donc là ça pique les yeux quand même au départ. Pour les gens de ma génération, les gens plus jeunes, ça ne leur pose pas de problème. On doit être dans des formats extrêmement courts. Ce soir, je prends un exemple, on Capa diffuse un doc. D'ailleurs, regardez-le, il est hyper bien, même en replay sur Magnum et le cinéma. Et on a produit en accompagnement pour Arte, on a produit 6 contenus différents, et ça va du GIF à l'album Instagram, avec 2 photos plus une micro-vidéo, des micro-vidéos, une micro-vidéo en animation qui n'est pas dans le documentaire et qui est un contenu original, 2 extraits du documentaire retravaillés. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique aussi au corporate. C'est-à-dire que moi, je ne conçois pas qu'on puisse produire un film unitaire corporate sans produire ces outils-là. Et ces outils-là, eh ben, ils nous posent une question parce qu'à la base, quand on est producteur de télévision, eh ben, on ne sait pas les faire. On sait les faire techniquement, mais on ne sait pas les penser. Et donc ça pose une deuxième question qui est avec qui on travaille. Parce qu'on est dans une telle rupture culturelle que les gens qui ont moins de 30 ans comprennent des choses que les gens qui ont plus de 40 auront beaucoup de mal à comprendre. Et ils ont des réflexes qu'on essaye d'intégrer, mais on a un cerveau un peu plus lent, une carcasse un peu plus vieillie et un peu moins d'agilité. Donc il y a aussi un enjeu de rajeunissement des équipes et de rajeunissement du regard et de rajeunissement de la capacité à produire. Et l'autre problème, c'est que c'est des contenus qui sont peu chers, qui sont peu coûteux. Et il y a aussi un problème de rémunération de ces contenus, c'est-à-dire et d'économie globale. Et quand on est une société de prod qui a un peu de surface, eh ben c'est compliqué d'intégrer dans sa chaîne de production des contenus sur lesquels la rémunération et le budget global va être bien moindre
qu'aurait été un beau film unitaire qu'on aurait diffusé sur Internet et qui aurait été cliqué 2 fois. Et donc, qui aurait eu un coût pour le client. Donc il faut les penser ensemble, ces choses-là. Et c'est là où il y a une vraie révolution de la pratique de la production, à mon avis. C'est un vrai sujet qu'on essaye de prendre en... On va rencontrer des gens comme Facebook qui nous racontent aujourd'hui comment on consomme, comment on conçoit, etc. Et on embarque avec nous des gens d'agences aussi pour leur dire venez écouter ce qu'on va écouter, parce que je pense qu'on va tous grandir collectivement sur ce sujet. Et effectivement, nous, alors on parlait de formats longs, dont on fait des formats courts. Nous, on a même ce sujet-là de manière plus publicitaire quand on a un 30 secondes qui est le format long, très long, en télé. Comment est-ce qu'on en fait un 10 secondes sur Facebook? C'est un sujet. Ouais. C'est un vrai sujet. Et on a souvent aussi un discours agence qu'il faut entendre aussi autour de « Attendez, là, on va casser la storytelling. Comment est-ce qu'on remonte et comment est-ce qu'on garde du sens ?» Et il y a ce sujet, effectivement, d'avoir autant de hooks, d'accroches sur des formats beaucoup plus courts qui peut-être vont permettre d'aller chercher des gens qui s'intéressent à ce sujet, parce qu'il y a un sujet aussi, un enjeu de est-ce que je délivre pas mon 2 minutes à des gens qui potentiellement ne s'intéressent pas à ce sujet. On fera pas, on peut pas demander aux gens de s'intéresser à des sujets qui ne les intéressent pas. Donc effectivement, ces petits formats courts sont une possibilité de les intéresser en pitchant quelque chose, en disant bah, regarde ça a l'air d'être sympa, viens voir le format long, viens découvrir ce que j'ai à te dire en version plus longue. Donc ces petits formats, ils sont hyper importants, les formats dont tu parlais, ils sont très importants pour aller catcher les gens qui ont un début d'intérêt. Et dans une industrie qui est jugée un peu classique, et tu parlais de comment on embarque les agences, c'est un vrai sujet aussi pour nous, parce que c'est toujours vécu comme des industries un peu vieillissantes, qui font du bruit ou autre chose, mais moi j'ai aussi envie qu'on me propose des formats différents, toujours avec un sens, parce que le sens est extrêmement important pour nous, mais une multiplicité de formats, de formes qui nous permettent d'être mieux connus, de savoir ce qu'on fait, qu'on respecte nos engagements et tout un tas de choses, et d'une audace qu'on ose nous proposer ce genre de choses, parce que c'est aussi comme ça que l'image va bouger, c'est aussi comme ça que les industries de transformation pourront accéder plus facilement, et leur direction générale, qui en général n'ont pas été habitués, c'est aussi une question d'âge, et ils peuvent réfléchir rapidement, mais à ce type d'agilité en termes de communication, en comprendront mieux l'avantage et nous aider, nous, en interne, à faire décider, non pas uniquement du budget, mais de l'angle, d'un autre regard, de sourire. Il y a des entreprises qui y arrivent maintenant plus facilement. Il y a encore beaucoup de boulot là-dessus, mais il ne faut pas non plus que l'ensemble des prestataires et les partenaires avec lesquels nous travaillons puissent imaginer que ce type d'entreprise n'a pas cette volonté. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans, en nous proposant des idées originales, toujours avec beaucoup de sens, que ça c'est extrêmement important. C'est intéressant parce que c'est vrai que le courage, en fait, ce dont vous parlez, c'est-à-dire le courage de faire autrement, est un vrai sujet pour les entreprises. Et dans votre secteur, peut-être un peu plus que dans celui de la Française des Jeux, par rapport à l'image de vos 2 entreprises. Mais c'est vrai que le courage, l'audace, l'exigence que l'on doit mettre dans nos contenus pourraient faire probablement la différence sur un terrain de jeu qui est extrêmement compétitif et quand même très difficile, parce que nous, on a une expression qui est la bonne idée au bon format, évidemment au pluriel. Donc effectivement, on produit dans tous les formats, etc. Mais ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, la compète est dingue. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 premières secondes, le visuel d'accroche doit être extrêmement performant, étonnant, intéressant, impactant pour qu'on puisse accrocher quelqu'un. Donc il y a naturellement à la fois du fond, je crois. L'audace et le courage, il est plutôt sur le fond. C'est-à-dire qu'est-ce que je vais raconter qui quand même transgresse un peu le discours habituel, corporate, que nos clients ou nos consommateurs ont l'habitude d'entendre de nos entreprises. Donc il faut quand même renouveler tout, la terminologie, la façon de parler, les mots. Enfin, il faut quand même tout balayer à l'ère du digital. Il faut tout remettre en cause en tous les cas. Et puis il faut avoir aussi naturellement une forme. Et tout ça dans une vérité, parce que le digital, c'est la vérité, c'est l'authenticité. Donc la vérité, c'est ce que les entreprises ont quelque chose à dire aussi quand même. C'est ce qu'il y a quand même derrière tout ça quelque chose qui est susceptible d'intéresser. Et ça, c'est une vraie grande question, parce que il me semble que l'entreprise
à l'ère du digital qui va émerger, c'est naturellement l'entreprise sociétale, c'est-à-dire c'est celle dans laquelle il y a un fondement réel, puissant, de contribution. Et là, il y a du public, parce que tout le monde a... Enfin, la responsabilisation des gens et évidemment un peu tout le contexte aussi politique, etc., et tout ce qu'on connaît, fait qu'on attend des entreprises beaucoup de choses. Et qu'il y a quand même peu d'entreprises qui peuvent revendiquer d'avoir une action puissante au service des gens, l'utilité, enfin tous ces sujets-là. Donc, nous, nos métiers, ils sont passionnants. Enfin, je trouve, ils sont aujourd'hui à un tournant ou à un moment où peut-être jamais le corporate a autant son mot à dire, sous réserve de le faire d'une certaine façon et sous réserve d'avoir quelque chose à raconter. Mais voilà, c'est tous ces sujets qui... C'est pour ça que j'aime beaucoup votre intervention sur l'audace et sur bousculez-nous, parce qu'il faut être bousculé. Et en plus, je pense que c'est un truc qui est à double détente. C'est-à-dire que là, on parle que de l'externe, mais en interne, c'est un peu la même chose, puisque vos collaborateurs, c'est avant tout c'est aussi des internautes, c'est aussi des gens qui sont sur Facebook. Oui, parfois, ils ont des comptes. Mais, ils sont disciplinés. Plus ou moins, comme ça dépend émetteurs. des territoires, plus ou moins. Voilà. Ils sont plus ou moins disciplinés. Comme émetteurs, mais comme récepteurs, il faut s'adresser à eux dans les codes de ces réseaux sociaux et de cette digitalisation aussi. Donc ça révolutionne aussi les modes de communication en interne. Et là, ça pose aussi la question de savoir c'est quel outil. C'est-à-dire est-ce qu'on utilise un Facebook, un workplace ou un réseau interne? Comment on dimensionne son réseau social d'entreprise? Est-ce qu'on fait une appli? Nous, on fait ça de plus en plus parce que pour pas être prisonnier des formats Facebook, du rythme Facebook, qui sont très 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 bons outils en termes de réseau social d'entreprise parce que ça permet du coworking, c'est très recherché. Mais en termes de diffusion d'informations, c'est difficile de trier, c'est un flux. Voilà, donc parfois c'est mieux de programmer l'appli elle-même qui est pensée autour des contenus qui sont eux-mêmes pensés pour être Facebook compatibles. Donc on est quand même dans des solutions où on s'adresse aux gens en interne un peu plus comme on s'adresse aux gens en externe aujourd'hui, et une sorte de fusion des formats, quelle que soit leur direction. Non ? Pour finir sur cette idée, je crois qu'il y a un grand sujet de comment est-ce qu'on traite son client, et le salarié, l'employé d'une société est aussi un client. Et comme la com interne prend en charge à cœur de communiquer l'ensemble des sujets qui agitent la planète de la société, il faut là aussi organiser, pousser les bonnes infos au bon moment. C'est un vrai sujet. Ça se professionnalise tout le temps, partout. Oui, et puis ça, tout dépend quel type de collaborateurs vous avez également. Moi, j'ai la moitié de nos troupes qui ne sont pas connectées, et il y a encore beaucoup d'industries qui se trouvent dans ce cas-là. On a fait une enquête interne il n'y a pas très longtemps sur le dispositif de communication interne du groupe à ce jour. Et bien évidemment, pour ceux qui ne sont pas connectés, fait des focus group aux quatre coins de la planète, parce que c'est extrêmement important de savoir ceux qui sont les plus visibles de notre activité à l'extérieur, dans la mine ou dans la métallurgie, travaillent tous les jours. Qu'est-ce qu'ils en pensent et en posant ça, quels sont leurs usages, clairement. Et Dieu sait si, notamment sur les territoires africains, ils sont extrêmement connectés à titre personnel, en leur posant notamment une question: seriez-vous prêt à télécharger une application de votre entreprise? La réponse est non sur cette catégorie-là. À ce stade, ils ne souhaitent pas le mélange. Il y a beaucoup de crainte derrière ça, il y a une forme de défiance. Il y a une certaine forme de crainte. Et puis, une fois que j'ai terminé, ça reste là. Après, on sent que sur certains items, ça pourrait se produire, ça va être long, mais il faut aussi prendre ça en considération sur la mesure dont on va changer les modes de collaboration et de communication, notamment en interne. Et ceci dit, ce sont les premiers avec lesquels nous pouvons travailler sur une image, avec les voisins, avec les parties prenantes, quand il y a des pluies, quand il y a un cyclone en Nouvelle-Calédonie, autre chose. Ce sont ceux sur lesquels on peut compter le plus. Et pour EDF, c'est la même chose avec leurs opérateurs. Pour nous, c'est extrêmement important et qu'ils défendent. Ils travaillent parfois depuis X générations pour la même entreprise. Et c'est compliqué de venir les engager, y compris là-dessus, avec quelques boutades du style « offrez-nous à tous des téléphones ». Voilà, il y a aussi des usines dans lesquelles, pour des raisons de sécurité, le téléphone portable est interdit parce que ce serait trop dangereux, ça perturbe tout un cycle de production quand on fait des coulées de métal ou autre chose de cet acabit-là. Donc c'est un vrai sujet aussi pour amener cette catégorie de collaborateurs qui sont extrêmement importants à venir jouer avec nous. Ils sont bien plus professionnels qu'on ne le croit.
je pense respectueux d'un certain nombre de règles, le tout étant qu'on les amène vers nous. Mais est-ce que Marion, ce que vous dites, donc quand vous leur posez la question, est-ce que vous voudriez télécharger une appli maison, ils vous disent non. Oui. Ne confondons pas tout, probablement, dans leur tête. Tout à fait. Mais on lit aussi souvent que, je ne sais pas, peut-être 80% de vos collaborateurs ont quand même une action sur les réseaux sociaux, ils ont peut-être leur propre... Et que ces employés-là communiquent sur leur entreprise de façon très importante. Oui, Donc, beaucoup, et nous surtout sur Facebook. Que ce soit au Gabon, par exemple, ou en Nouvelle-Calédonie, bien évidemment également en France. Ils sont plutôt assez diserts, si jamais il y a le moindre souci ou autre chose, à défendre, bien évidemment. Ils le font plutôt bien. Souvent en ordre dispersé, il faut le dire, mais ils le font plutôt bien. Donc effectivement, il y a aussi cette problématique de cohérence. Il ne faut pas casser ce qui existe à ce jour parce que c'est important. On peut s'appuyer dessus et essayer de trouver une forme d'alignement tout en leur laissant une forme de liberté dans leur langue, dans leurs us et coutumes, la manière dont on communique. Quand je dis dans leur langue, il y a différents types de français tout autour de la planète, si on ne parle que du français. Il faut aussi laisser vivre ça parce que c'est très important. Et c'est très important aussi pour la crédibilité du message vis-à-vis des gens qui, eux, les lisent, plus que si c'était notre compte officiel. Et ça c'est un vrai sujet aussi. Parce qu'il y a évidemment à respecter l'indépendance, évidemment l'autonomie et la liberté, on peut dire, des employés sur ces sujets-là. Mais moi, il me semble qu'un enjeu de notre métier de producteur, c'est de trouver, et je pense que la solution est à venir, mais de trouver des contenus qui soient susceptibles d'être accaparés par des collaborateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes dire regarde comme c'est top. C'est l'un de nos gros enjeux actuels, effectivement, de trouver ce que l'on pourrait leur offrir pour vraiment un partage assez large, qu'ils soient contents de le montrer en famille et au-delà, aux quatre coins de la planète et souvent dans des endroits assez isolés. Effectivement, pour nous, ça serait extrêmement puissant. Faut trouver l'endroit où on place le curseur, oui. Aussi bien sur la forme que sur le ton. Bien sûr, parce que je lisais aussi juste un chiffre que pour les grandes entreprises et grandes marques, peut-être grand public, on pourrait dire, mais 85%, je crois, des contenus émis ne proviennent pas de la boîte, évidemment. Donc voilà, ça signifie qu'il y a là quelque chose quand même, un champ un terrain sur lequel on peut, nous, je pense, donner des choses à partager avec intelligence. Sur ces enjeux, effectivement, se dire tiens, qu'est-ce que le digital peut ramener comme opportunité? Effectivement, les émetteurs sont un élément aussi à côté du contenu et des canaux. Alors on parle des collaborateurs, on parle beaucoup des salariés ambassadeurs, on voit cette frontière qui se casse entre l'externe et l'interne. Je pense qu'aujourd'hui, un DIRCOM aussi doit intégrer ses porte-paroles plus officiels en accompagnement sur le digital. Alors on pense bien évidemment à la tête de pont. Et aujourd'hui, je pense qu'il est indispensable, en tout cas pour des dirigeants qui mettent généralement le digital au cœur du plan stratégique de l'entreprise, qui parlent de stratégie de transformation digitale, d'être le reflet également de cette vision tournée vers le numérique. Donc, est-ce qu'on peut avoir encore, lorsque l'on googleise son PDG, une vue simplement sur le who's who et quelques présences de presse, alors que le digital et nos nouveaux canaux nous offrent effectivement des tribunes. Donc chaque DIRCOM doit penser aussi, quand on parlait avec Sandra du digital finalement comme un nouveau canal supplémentaire qui ne se substitue pas à tout. Aujourd'hui, LinkedIn offre un programme influenceur qui accueille effectivement l'incarnation par le président de valeurs, de convictions, et on s'aperçoit, c'est même intéressant, qu'une publication sur LinkedIn, généralement, on a regardé par rapport à une publication sur son intranet, va entraîner dans l'heure 4 fois plus de visibilité finalement sur cette plateforme externe. Donc on a des patrons de plus en plus présents sur Twitter, sur LinkedIn, et je pense que c'est le rôle aussi des directions de communication et des DIRCOM d'accompagner cette présence numérique, cette socialisation de la présence de leurs dirigeants.
Qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? Sinon, oui, effectivement, c'est devenu une vraie fenêtre d'expression. À ce stade, nous, on regarde, on est encore au démarrage de comment est-ce qu'on on organise tout ça, on organise tous ces contenus, on organise la présence des différentes marques, y compris la marque du dirigeant sur ces réseaux sociaux et y compris LinkedIn. Il y a vraiment probablement à gérer le temps court, les temps longs, quoi. Je ne sais pas comment. C'est vrai que le temps court, nous, on ne peut pas y faire grand-chose parce que c'est de la réactivité, d'immédiateté. Donc, il y a gérer ça pour les entreprises. Et puis, il y a le temps long. Et le temps long, c'est quand même, ce que vous disiez tout à l'heure, le choix sur Twitter d'avoir nos 3 sujets et on n'en bouge pas. Enfin, et voilà, donc je ne sais pas, à mon avis, ça va être une problématique d'entreprise de dire comment je ne suis pas uniquement dans l'urgence et je puis quand même construire quelque chose. Je crois qu'on en revient au sujet à chaque fois du projet et de la vision qu'on porte et de ce qu'on construit dans la durée. Évidemment que... non, il ne faut pas lâcher. Ça, c'est hyper important. On travaille en ce moment sur ce sujet de la plateforme de marque. Je ne parle pas de plateforme digitale, mais de plateforme stratégique. Qu'est-ce qu'on veut raconter? Qui on veut être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans et comment on y arrive progressivement? Et une fois qu'on a cet objectif et je dirais, ce chemin tracé, on sait comment on évolue, on sait quelle route on prend, on sait quand on s'arrête, on sait quand on se remet un petit peu à courir. Et on peut jouer sur ces temps longs, ces temps courts. Mais quand on sait où on va, je crois que ça change tout. Et c'est important d'organiser pour pas... puisqu'on parle de la démultiplication, du morcellement des manières, des supports, des discours, etc. Tout le monde est là-dedans. Il faut, quand on fait porter sa voix, il faut que sa voix porte un discours qui soit clair, univoque, et qu'on ne dise pas trop de choses tout le temps à plein de monde, au risque de noyer le message. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que la vraie difficulté, effectivement, une fois qu'on a décidé, on sait où on va et comment on va y aller, c'est la constance. C'est tenter sur des sujets qui parfois ne sont pas forcément toujours très drôles d'ailleurs, d'arriver à déployer, à mettre en œuvre ce qu'on a prévu, malgré quelques aléas qui peuvent venir de Twitter ou de Facebook ou de problématiques techniques et industrielles, c'est de poursuivre. Ce qui crédibilise la démarche, qui crédibilise le positionnement, qui crédibilise l'information et tout ce qu'on va derrière. Et cette constance déployée sur 18 mois, 2 ans ou 3 ans dans certains cas, pour justement montrer le chemin parcouru, malgré effectivement tout ce que peut produire, ce que produisent d'ailleurs ces interférences et cette surévaluation d'un certain nombre d'épiphénomènes sur Twitter qui, somme toute, souvent, 3 jours après, ne sont pas si graves. Oui. Mais ça, c'est très compliqué à essayer d'expliquer en interne à des dirigeants. Je ne parle pas uniquement de mon expérience actuelle. Twitter n'est pas complètement récent, tout ce qui pouvait se passer avant. C'est partie des grandes difficultés quand on est dans des grandes entreprises industrielles, ce qui a toujours été mon cas, d'expliquer, d'éviter la surévaluation. 30 reprises n'est pas forcément si grave. Il faut voir effectivement ce qu'il en reste 48 heures après, même si les shadocks existent toujours. Qu'en est-il ? Il y a aussi un sujet de diffusion, c'est-à-dire que quand on poste des tas de sujets sur les pages Facebook, sur les comptes, combien de personnes regardent, combien de personnes réagissent, etc. On est quand même, quand on parle de communication, on parle de grand public, on parle de cible, on parle de milliers, millions de personnes. Il y a un moment, il faut aussi se dire, ok, quand je déploie tous ces contenus, combien de personnes je touche ? Et dans des méthodes un peu plus performance, héroïstes, finalement... Et combien sont les mêmes qui réagissent sur plusieurs canaux ? Voilà, donc il y a un moment, c'est quel budget, quel poids du corps finalement derrière les grandes actions que je soutiens et qui sont pour moi les jalons du fameux chemin pour atteindre l'objectif in fine. Alors... Effectivement, ce qu'on se dit, la clé du message, c'est effectivement cette marque corporate, cette raison d'être, c'est ce qui va être la colonne vertébrale pour pouvoir avancer. Si je le remets sur ces opportunités au vu du digital, je pense qu'on le voit tous, il y a cet enjeu, comme on dit, du web, du clic au web, de l'attention, donc il faut que ça aille à la rencontre de nos publics. Je pense que c'est intéressant de sortir
d'une posture uniquement émetteur pour pouvoir se dire en écoutant, et le web permet de capter cette opinion en live, quelles sont les tensions finalement sociétales presque, les points d'intérêt, ces préoccupations des publics pour pouvoir ramener son discours effectivement et sa vision sur quelque chose qui fait déjà débattre les publics. Donc il y a une notion d'ouverture, d'écoute qui est forte et qui est permise par le digital. On voit que toujours sur ces enjeux d'attention, eh bien, le format devient l'élément clé pour pouvoir à la fois traiter le temps court, effectivement faire popper, comment je vais émerger par un format qui va donner davantage lieu à l'animatique, au visuel, tout capter l'attention des publics et renvoyer potentiellement ces publics après sur des supports plus longs où peut prendre cours finalement mon site corporate. On voit que les émetteurs sont clés parce que mes messages corporate peuvent être postés effectivement par la marque en tant que telle, mes dirigeants, mes porte-paroles, mes collaborateurs. Et aime bien effectivement ce qui est issu du marketing, qui est cette dimension aussi héroïste et achat. Donc finalement, aujourd'hui, votre contenu, il bougera, même s'il est magnifique, vous le faites, il n'y a aucune chance qu'il soit vu s'il n'est pas porté aussi en achat média, ou en tout cas autant de chances que c'est en sortant là, on tombe sur un billet de 50 € en bas de la salle. Donc et il faut sortir effectivement, certes le contenu est clé, mais tout ce qui vient du marketing dans son approche, le soutien média, le travail sur les cibles, l'orientation des canaux, ce sont vraiment des pratiques aussi à adapter aujourd'hui au corporate. Et la conséquence, c'est que les producteurs, d'un métier où notre job c'était de faire des films, on en arrive à un métier où on organise des campagnes d'audience, on fait de la création graphique, on fait des formats fixes, animés, qui ne sont pas des formats vidéo, on écrit du texte, et on fait de la photo. Et tout ça, on peut aussi même programmer l'environnement qui va autour pour faire une appli, un mini-site ou un média online. Et ça, c'est une transformation pour des gens qui viennent de la vidéo et du film, qui est une transformation aussi impactante que le digital a transformé vos métiers. C'est-à-dire qu'il a transformé vos métiers, il est au cœur de vos métiers. Nous, il a transformé la totalité de ce qu'on doit produire. Et ça, c'est vraiment... Et ça s'est fait en 10 ans, hein, même pas. Alors, il a également quand même un impact sur l'organisation, puisque si notre environnement change, les directions de communication, elles doivent aussi s'adapter à cette prolifération des contenus. On disait un temps, finalement, et c'est peut-être votre rencontre aussi qui se fait de plus en plus, comment j'organise ma direction de communication comme un média, c'est-à-dire pour avoir cette capacité aussi, moi qui maîtrise les messages, de pouvoir délivrer sur les différentes plateformes. Et je ne sais pas si comment c'est organisé peut-être aujourd'hui justement pour pouvoir puisque la communication, on le dit, doit avoir la main sur ce message, sur la cohérence de l'expression, comment on va mettre dans la boucle les différentes autres entités de l'entreprise pour pouvoir les adresser en cohérence sur ces différents canaux? Peut-être qu'il n'y a pas de réponse, peut-être que c'est un enjeu difficile, effectivement. On est en train de le faire. Effectivement, c'est un sujet, je crois, dans beaucoup d'entreprises. C'est un vrai sujet parce qu'effectivement, les directions de la communication ne peuvent pas travailler toutes seules dans leur coin, doivent travailler avec absolument tout le monde. On parlait des RH tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'autres. En tout cas, pour moi, les directions de projet sont extrêmement importantes à professionnaliser sur un certain nombre de choses pour venir vraiment jouer avec nous et qu'on soit cohérent et aligné. Il y a un vrai sujet d'organisation à l'intérieur des métiers de communication au sens large, que ça soit interne, externe, digital, peu importe. Bien évidemment, le canal, ce qui est important au final, c'est le sens et la cohérence de l'ensemble. Donc oui, il y a des réflexions, et pas uniquement que chez nous, autour d'organisations beaucoup plus matricielles, avec des pôles qui pourraient venir alimenter ce qu'on aurait en haut sur une diffusion de messages, même si j'aime pas trop le côté top-down. Mais il y a beaucoup de choses à revoir. Ces dernières années, moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on voit un mouvement de balancier où ça structure en silo, après on revient sur d'autres modes d'organisation. Là, pour le coup, le digital, entre cette agilité qu'il exige et l'arrivée de nouveaux collaborateurs qui, effectivement, sont sur d'autres modes de collaboration, grâce au digital notamment, ont envie de vivre autre chose. Le mélange des genres est parfois assez détonnant, mais c'est intéressant aussi parce que c'est la même chose en communication que dans le monde de l'entreprise, ça je le redis, ce qu'apporte le numérique sur des métiers d'ingénieur ou des métiers de transformation
est fondamental aussi dans leur mode de fonctionnement et dans la manière dont ils travaillent, dont ils vont continuer à travailler dans les années à venir. J'étais en train, en t'écoutant, de me dire, finalement, nous aussi, on a cette mission surtout nous, les communicants, de savoir pitcher les sujets à l'interne et de dire, OK, là, on sort ce sujet, c'est ça qui va nous agiter pendant 3 semaines, et d'essayer de fédérer la communauté interne autour de ça, en le rendant digeste, parce que les mails qui expliquent par le menu, qui font le déroulé, la conclusion, les impacts, les avantages, les inconvénients, plus personne n'a envie de les lire. Donc comment est-ce qu'on pitch nos propres sujets nous-mêmes de manière très publicitaire pour que ce soit vite comestible et porté, parce qu'une fois que c'est ingéré rapidement et qu'on n'y a pas déployé une énergie telle que c'est douloureux, c'est finalement mieux porté par les gens. Merci. C'est très gentil. On va pas pouvoir lutter. C'est hyper intéressant ce qu'on raconte, mais on va pas pouvoir lutter. Ça c'est un vrai pitch. Ça, c'est une forme de publicité. Il faut y aller. QFD. Absolument ravi. Oui, alors, tu disais sur l'enjeu de pitcher, effectivement, pour rendre le message les approprié. sujets de manière simple. Et la publicité, c'est aussi de la répétition. Et quand on répète les messages, on les retient. On les retient mieux. Les plus fortes que nous. Oui, et nous on a pu observer, je ne sais pas si c'est le cas, mais effectivement se sont installées quand même des conférences de rédaction assez régulièrement dans les entreprises, où j'invite, et je pense que c'est clé, à ce que la direction de communication garde la main effectivement sur l'animation et cette cohérence des messages. Je pense qu'il faut accepter que, ce qu'on le disait, les canaux puissent être dans d'autres entités, et que l'enjeu c'est toujours guidé par cette raison d'être et le cœur du message portant les valeurs de la marque corporate dans les mains de la com, et qu'à travers ces conférences de rédaction, de pouvoir effectivement cadencer, aligner tout un chacun sur les sujets. Et je pense même que les directions de communication doivent devenir presque pourvoyeurs de services ou de contenu à disposition des autres entités de l'entreprise ou des filiales métiers ou pays par rapport au groupe, parce que elles ont elles aussi besoin, pour pouvoir alimenter leur présence sociale notamment, de ces contenus de marque corporate, avec même l'opportunité justement de rapprocher un peu le corporate au business ou à la marque, qui est un enjeu aussi quand on parle d'enjeux budgétaires, de performance, d'efficacité et de ROI, pour pouvoir accueillir des formats imaginés et pensés effectivement pour le social media, qui viennent porter en cohérence la valeur de la marque corporate. C'est absolument fondamental. Nous, on essaye le plus souvent possible d'inviter, j'allais dire tout le monde, d'être business partner. Si on veut crédibiliser dans des métiers un peu compliqués une démarche, avoir des budgets, pouvoir mieux travailler, il faut que les métiers soient présents, soient là à ce type de réunion, qu'ils comprennent nos enjeux. C'est vraiment au-delà des RH qu'on avait coutume d'inviter ceux qui sont sur la stratégie, mais également, je parle des directeurs de projet ou des directeurs d'usine dans certains cas. C'est absolument fondamental. En tout cas, dans l'industrie, moi, je prône beaucoup là-dessus. C'est parfois compliqué parce qu'au départ, ils n'ont pas le temps, c'est clair. Mais petit à petit, ils en comprennent vraiment l'importance. Ouais. Merci beaucoup, Merci. chacun.